Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le monde des médias, le quotidien Fraternité célèbre cette année ses 25 ans de parcours. En 25 ans, le quotidien Fraternité aura contribué largement à l'édification de la démocratie béninoise. À suivre dans un instant le témoignage de Georges Hamelon, ancien journaliste et ex-directeur général de la télévision nationale. Ensuite, la suite de notre feuilleton du mois sur l'état de santé des salles de cinéma fait son escale à Porte-Nouveau, dans la ville capitale. Ces salles noires où on projetait des films sur grand écran n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et à l'émergence des nouvelles technologies de l'information, notamment les vidéoclubs. Quel est l'état des lieux du parc des salles de cinéma aujourd'hui à Porte-Nouveau? On va le savoir dans un instant. Et pour finir, après une première édition réussie et saluée de tous, l'Université nationale d'agriculture a organisé son colloque scientifique et international. Le thème cette année est axé sur l'agroécologie et le développement durable en Afrique. C'est une initiative qui vise à créer un espace d'échange, d'expériences et de connaissances entre experts et universitaires. Voilà le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le quotidien Fraternité célèbre cette année ses 25 ans de parcours dans le paysage médiatique du Bénin. À cette occasion, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de Georges Hamelon, ancien journaliste et ex-directeur général de la télévision nationale, pour recueillir son appréciation et son témoignage sur ce quart de siècle d'écriture et de parution. Voici un extrait de ses propos au micro de Hugues Vénibé. Je pense qu'il n'est pas donné à beaucoup d'organes de presse, surtout dans des pays comme le nôtre, de tenir aussi longtemps. 25 ans, c'est quand même tout un parcours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont créé Fraternité auraient juré que le journal tiendrait 25 ans, qu'il deviendrait un groupe et qu'il serait aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas nécessairement d'argent, du profit et de tout ce qu'on veut. Je parle surtout de l'audience, de cette capacité qu'on a à exister, à vivre et à entretenir l'activité qui est la sienne de façon notable vis-à-vis de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs qui deviennent en quelque sorte des amis pour un média. C'est de ça que je parle quand je parle de prospérité. Alors, moi, je retiens un souvenir marquant en ce qui concerne Fraternité. Je me souviens qu'un jour, je reçois un appel d'un confrère, Malik Gomina, et qui me dit: cher aîné, je voudrais que tu viennes former les miens. Il me dit: j'aimerais qu'il y ait chez moi un séminaire de quelques jours où je vais regrouper les têtes dirigeantes de mes différentes rédactions. Et tu viendras leur parler du métier et en particulier de la manière dont on tient une rédaction pour la faire vivre et prospérer. J'ai répondu oui avec plaisir, parce que je connaissais bien Malik, on avait collaboré dans de nombreuses occasions, en particulier dans des moments houleux de la vie politique de ce pays à la Sénat. Et je savais que c'était un confrère qui était fiable. Je me suis dit, s'il a envie que je lui donne un coup de main pour faire avancer, je ne peux pas dire non. Et je me suis rendu à son appel. Nous avons eu des échanges fructueux avec ses collaborateurs. Je me souviens de plusieurs jours où, bien plus qu'une formation, nous avons eu des échanges où j'ai essayé de leur apporter toute l'expérience dont je me sentais capable. Et bien voilà les propos de Georges Hamelon, ancien journaliste à la retraite et puis ex-directeur général de la télévision nationale. Certains aînés les ont connus et en gardent de très bons souvenirs. Nous parlons là des salles de cinéma à Porte-Nouveau, justement, la ville capitale. Ces salles noires où on projetait les films sur grand écran n'ont pas résisté justement à l'épreuve du temps et aussi à l'émergence des nouvelles technologies de l'information, notamment les vidéos
Radio Club. Quel est l'état des lieux du parc des salles de cinéma aujourd'hui à Porto-Novo? Emma Rodonou, Tiwa Roloupé nous amène sur les traces des salles de cinéma d'antan à Porto-Novo. Pour les Porto-Noviens d'un certain âge, ce long pan de mur hérissé de graffitis qui se font dans le décor au quartier Cocoyet, dans le noyau ancien de la ville de Porto-Novo, rappelle bien des souvenirs. Ici trônait la très célèbre et mythique salle de cinéma dénommée Cinéma Rex. Il y a bien longtemps que cette salle noire a fermé ses portes, privant les Porto-Noviens de la possibilité de s'offrir le loisir d'aller au cinéma. Les moments où l'on pouvait aller se délecter de films sur grand écran ne sont que de lointains souvenirs dans la tête des anciens. Cette maison de cinéma a été inaugurée ou lancée, si mes souvenirs sont bons, en 1957. Le cinéma Rex. Oui, Rex, en 1957. Et le jour de l'inauguration, là, c'était un véritable événement. Vous y étiez? Absolument. C'était un événement auquel je ne pouvais pas manquer. Ah oui, oui. Ce jour-là, c'était la grande bagarre pour pouvoir y accéder. Parce qu'ils avaient dit que ça devait être gratuit, l'entrée devait être gratuite. Enfin, l'affluence était telle que c'était difficile d'y accéder. Mais néanmoins, comme on savait se débrouiller, j'ai pu y accéder avec mes cousins. Et comme film, à l'époque, c'était essentiellement, pas exclusivement, mais beaucoup plus des films comme Tarzan et Zorro, et, enfin, dans ce genre, quoi. Vous ne pouvez pas parler de salles de cinéma à Porto. En tout cas, moi, je n'en connais même pas deux. C'est le cinéma Rex. Et la ville n'était pas aussi grande en ce moment. Je retiens que les fois où j'ai eu la chance d'y mettre pied, c'était toujours plein. C'était toujours plein à craquer. Plein à craquer. Et puis, il y avait de grands films où on s'entretuait. Et ça nous faisait grand plaisir. Il y avait des films d'amour. Et là, quand on veut faire ça, on éteint toutes les lumières et tout le monde reste dans l'obscurité. Et puis ça jacassait. On criait fort. Et quand nous sortons de la salle, il y a le grand marché qu'on appelle le marché de Cocoyet, qui s'animait très bien. Et même des gens ont fait des livres sur le dit marché. Avant le cinéma Rex, il y a eu la Comasico. Puis dans les années 90 jusqu'à 2000, des initiatives privées comme le cinéma Iriakari et le cinéma King. Mais toutes ces salles sont tombées dans la décadence. Elles sont devenues soit des lieux de culte pour Église du Réveil ou sièges de partis politiques, à l'image du cinéma Iriakari devenu siège du PRD et maintenant de l'UP Le Renouveau. La première salle, c'est celle de la Comasico, ou Compagnie africaine cinématographique. La Comasico se trouvait, quand on quitte la place Bayol pour se rendre au marché central, communément appelé Grand Marché, à droite là se trouvait la Comasico, parce que là c'était le cœur de la ville. D'autres initiatives ont été faites. Par exemple, une salle de cinéma beaucoup plus moderne, disons, a été construite à Iriakari et une autre à Wando. Malheureusement, la concurrence redoutable du petit écran et d'autres médias, cette concurrence a fait que ces salles-là n'ont pas pu
prospérer malgré leur modernité et leur situation dans les nouveaux quartiers de Porto Novo. Et elles ont été finalement transformées. La première, c'est le siège du PRD à l'époque, puis siège du UP Le Renouveau. Ce qui est à Wando a été transformé tout simplement en mosquée. L'état des lieux aujourd'hui est sans appel. Porto Novo est un désert en matière de salles de cinéma, aux grandes dames des Porto-Noviens qui appellent le gouvernement à combler ce grand vide dans la mise en œuvre des réformes qu'il opère dans le secteur de la culture, du tourisme et des arts. Et bien voilà, à l'instant, nous étions à Porto-Novo dans la suite de notre feuilleton de mémoire sur l'état de santé des salles de cinéma dans nos grandes villes. Des sanctions disciplinaires à présent, allant de la mise en arrêt de rigueur à la radiation pure et simple de la police républicaine, sans oublier les peines pénales prononcées par le juge. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce des mesures fortes contre les agents de la police républicaine qui ternissent l'image de ce corps assermenté et qui s'est engagé à défendre les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La déclaration du ministre Alassane Sidou fait suite à une réunion d'urgence tenue ce mardi, bien entendu, avec le haut commandement de la police républicaine. Une réunion de crise qui répond aux bavures policières enregistrées ces derniers jours et qui ont causé la mort de certains citoyens. Le dernier en date est celui du jeune étudiant Faisal qui a trouvé la mort dans une interpellation faite dans des conditions douteuses. Voici un extrait du message du ministre de l'Intérieur. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités et des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Parce qu'il ne faut pas désigner n'importe qui pour accomplir n'importe quelle mission. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire, désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police.
Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure, qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. D'abord, au plan administratif, c'est-à-dire par rapport à la gestion de leur carrière, et aussi au plan pénal. Donc c'est l'essentiel du message. Et je veux pour finir rassurer la population comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Et sur le même sujet, tout en reconnaissant que la police républicaine reste une force d'hommes et de femmes assermentées qui est la cause sécuritaire des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'Intérieur exhorte les populations à ne pas se laisser décourager par les récentes scènes peu professionnelles enregistrées dans certaines localités du pays. Alassane Seydou invite les populations à continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité en partageant avec elles toutes les informations susceptibles de garantir et maintenir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il insiste sur le rôle de chaque citoyen dans cette mission de coproduction de la sécurité. Voici son message à nouveau aux populations. Vous savez, ça fait partie des missions de la police républicaine. Promouvoir la coproduction de la sécurité. Faire en sorte que tout le monde soit impliqué, se sente concerné par les questions sécuritaires. Nous sommes à une période où on ne peut pas réussir à assurer la sécurité de la population sans sa complicité. S'il n'y a pas une complicité entre la population et la police, on ne peut pas assurer la sécurité. Donc, la population doit continuer par collaborer avec la police. La sécurité, nous en avons tous besoin. Sans la sécurité, rien n'est possible. C'est le socle de tout. Tout se repose sur la sécurité. Nous avons besoin de projeter une bonne image de notre pays. Nous travaillons pour le développement. Nous devons inspirer confiance. Nous devons montrer que notre pays est fréquentable et qu'on peut y arriver sans être inquiété. C'est ça l'objectif. Je crois que le message est clair et sera suivi par nos compatriotes. Dans la suite de cette édition, la ville de Ndali, dans le département du Borgou, a vibré au rythme de la journée des griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent organisée par l'Association pour le développement des communes du Borgou avec le soutien de la coopération suisse et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Cette deuxième édition a été célébrée avec faste. Voici les images. Suite à une première édition réussie déroulée en 2023 dans la ville de Parakou, c'est ici à Ndali, la cité de Bonakeri, que les responsables de l'ADECOB, Association de développement pour les communes du Borgou, ont choisi de procéder à la deuxième édition de la journée des griots pour la paix, initiée pour renforcer les compétences des griots à mobiliser les jeunes et toute la communauté en tant qu'acteurs de la paix. Cette journée se veut annuelle et itinérante. L'ADECOB, avec l'appui de la coopération suisse, a organisé en 2023 à Parakou la nuit des griots pour la paix et l'extrémisme violent, qui a réuni les griots du Bénin et du Nigeria. Au regard des brillants résultats et des échos que cette première édition a générés, l'ADECOB a retenu d'organiser chaque année et de façon tournante cet événement dans les 8 communes du Borgou. Co-organisé par l'ADECOB et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF en abrégé, l'initiative a connu la participation d'une forte délégation venue du Nigeria. Un signe fort du renforcement des liens entre deux peuples, deux cultures, gage du maintien de la cohésion sociale et de promotion de la paix. La diplomatie préventive locale a été l'outil ou bien l'instrument qui doit promouvoir la sécurité, qui doit permettre aux populations de se sentir en sécurité. C'est pour cela, quand
ADECOB a choisi d'organiser la journée des griots, la BGF a voulu bien soutenir cette activité pour que le cadre de concertation qui a toujours existé depuis 2012 puisse être dynamisé à nouveau. Les communautés du Nigeria et leurs homologues du Bénin sont présentes. Et le noyau de tous les discours, c'est l'instauration de la paix. La journée du griot pour la paix s'inscrit dans la droite ligne des actions de la coopération suisse au Bénin. C'est d'ailleurs la raison de la présence de ce partenaire de taille aux côtés des organisateurs. La Suisse accompagne le Bénin et particulièrement les 27 communes et les 4 départements du Nord dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale à Goma. Les objectifs poursuivis par le programme sont donc en cohérence avec ceux de la présente et remarquable action de promotion de paix, de la cohésion sociale et de la coopération transfrontalière avec les autorités administratives et traditionnelles du Nigeria voisin, des communes du Borno. Les regards sont désormais tournés vers l'année prochaine pour la 3e édition de cette initiative itinérante qui, autour de l'objectif paix, rassemble 2 peuples. Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre s'est ouverte ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou et prendra fin le 10 décembre prochain. Il s'agit d'une panoplie d'actions en faveur des filles et des femmes, bien entendu, initiées par l'Institut national de la femme, ceci dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Édition 2024. Voici le compte rendu avec Florence Bossa, présenté par Estétofa. Les violences basées sur le genre font partie de celles les plus répandues et demeurent les moins signalées. Cette campagne de 16 jours d'activisme est une occasion pour renforcer les actions de nature à briser le silence en matière des violences faites à l'égard des filles et des femmes au Bénin. Nous sommes tous des acteurs clés du changement recherché pour l'avènement d'un Bénin où femmes et hommes, filles et garçons jouissent du même traitement, accèdent aux mêmes droits et se voient offrir les mêmes opportunités. Tout au long de cette année, à diverses occasions et tout à l'heure encore, les statistiques les plus récentes révélées par les uns et les autres nous ont donné l'occasion de constater que nous progressons vers le but fixé. Nous allons agir vite et efficacement. Et c'est alors que nous pourrons rêver d'un Bénin où les mains ne servent qu'à bâtir et non plus à frapper, où les voix ne servent qu'à encourager et non plus à dénigrer, rabaisser, démolir psychologiquement, et où les cœurs seraient plus enclins à aimer et à respecter. Pour le moment, trop de femmes et de filles continuent à vivre une toute autre histoire dans nos rues, dans leurs foyers et dans leur lieu de travail. C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras. Le thème retenu cette année est « Riposter et se reconstruire après les violences ». Ensemble, aux côtés de l'Institut national de la femme, les organismes partenaires tentent d'apporter leur contribution et réaffirment leur engagement pour la résolution des problématiques liées au bien-être de la fille et de la femme béninoise. Il est grand temps de tenir nos promesses faites il y a plus de 30 ans dans la déclaration de Beijing, afin de prévenir et d'éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. Ensemble, comme l'a si justement exprimé le secrétaire général des Nations Unies, nous pouvons construire un avenir où chaque femme et chaque fille vit librement, sans crainte ni violence. Je voudrais vous réitérer la disponibilité et la collaboration sans faille de toutes les agences des Nations Unies, ainsi que celle de nos partenaires techniques et financiers, à œuvrer aux côtés du gouvernement pour continuer à lutter contre les VBG. Au cours de cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'institution dédiée à la promotion de la femme a prévu plusieurs activités. Elles sont à la fois pour amplifier les efforts et mobiliser les acteurs de la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre.
Quelques mois après la réception d'un lot de 188 ambulances, le ministère de la Santé va bientôt procéder à leur déploiement au niveau des différentes formations sanitaires. En prélude donc à ce déploiement des matériels roulants, une séance de formation a été organisée sur les principaux éléments nécessaires pour la conduite responsable de ces ambulances. Voici le reportage. C'est une formation des formateurs à l'intention des conducteurs et agents d'ambulance, initiée par le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Cette formation a pour objectif de mieux outiller ces conducteurs et agents. Et je voudrais insister sur le rôle absolument essentiel que vous avez tous et toutes qui êtes là ce matin, puisque c'est sur vous que va reposer justement la transmission des informations que vous allez obtenir ou qu'on va vous confirmer aujourd'hui, puisque vous êtes tous et toutes des conducteurs chevronnés. Et donc ces informations, vous les avez, mais c'est simplement une remise, un recyclage, une remise à jour et éventuellement vous apporter de nouvelles informations pour que vous ayez en tête que ce que vous allez pouvoir prôner avec les autres conducteurs va permettre une utilisation de ces ambulances en toute sécurité pour le conducteur, pour les autres usagers de la route, mais également pour les passagers qui seront eux-mêmes déjà dans une situation de diminution et sur lequel vous devez bien évidemment veiller à ce qu'ils arrivent dans de bonnes conditions pour être pris en charge et améliorer leur état de santé. En phase théorique et pratique, cette séance de formation est assurée par un consultant de CPS Africa, CFAO Motors. On va simplement essayer de renforcer leurs capacités, essayer de les sensibiliser un petit peu plus sur leur rôle et la sécurité routière dans son ensemble. Leur apporter effectivement les outils et les informations nécessaires à utiliser leur outil qui est les véhicules qui sont livrés, qui sont là, pour justement leur permettre demain très rapidement d'opérer leur mission dans une totale sécurité afin que leur journée soit, j'ai envie de dire, la plus saine possible et la plus sereine possible. Au total, 25 agents venus des diverses formations sanitaires du Bénin suivent cette formation de 4 jours à Cotonou. Après une première édition réussie et saluée de tous, l'Université nationale d'agriculture, UNA, a organisé, bien entendu, la deuxième édition de son colloque scientifique international. Le thème cette année est axé sur l'agroécologie et le développement durable en Afrique. C'est une initiative qui vise à créer un espace d'échange d'expériences et de connaissances entre experts universitaires, praticiens et décideurs politiques afin de promouvoir des pratiques agroécologiques viables dans le système agricole en Afrique. Les travaux se sont déroulés sur le campus d'ITA à Sakété. Reportage. Des scientifiques venus de 18 pays africains et d'Europe participent à cette deuxième édition du colloque scientifique international organisé par l'Université nationale d'agriculture, UNA. Ce colloque qui porte sur le thème général agroécologie et développement durable en Afrique est organisé en 6 sous-thèmes que sont savoir endogène et agroécologie, ressources génétiques au service de la transition agroécologique et de l'adaptation aux changements environnementaux, système agroalimentaire, équipement agricole et transition écologique. Nouvelles technologies et agriculture durable. 5. Pratiques agroécologiques et One Health. Et le dernier sous-thème, cadre institutionnel et promotion de l'agroécologie. En initiant cette rencontre de haut niveau, l'UNA répond à sa vision d'être positionnée comme une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara. Dans cette perspective, les sous-thèmes choisis pour ce colloque ne sont pas le fruit du hasard, mais bien une réflexion stratégique autour des priorités et défis majeurs pour le développement de l'agroécologie. Ces sous-thèmes illustrent la diversité des défis que nous devons relever ensemble et traduisent notre ambition d'apporter des réponses concrètes aux problématiques du développement agricole. Ce cadre de
réflexion et d'échange est précieux pour le renforcement de notre secteur agricole et pour l'avenir de l'agroécologie en Afrique. À l'instar directeur de l'Université nationale d'agriculture, le ministère de l'enseignement supérieur attend énormément de ce colloque en termes de résultats. Nous sommes ici donc réunis pour imaginer ensemble un avenir agricole plus vert, un avenir où la science et la tradition se rejoignent pour servir les populations. À vous participants, experts et étudiants, je souhaite des échanges riches et stimulants. Vos idées, vos expériences et vos travaux de recherche sont précieux pour éclairer le chemin vers une agriculture durable qui allie productivité, respect de l'environnement et bien-être de nos populations en termes d'autonomie financière, d'autosuffisance alimentaire. L'ouverture de cette messe de l'excellence et de la science a été aussi marquée par une cérémonie de de l'Université nationale de la ville de Djougou. Admis au la maison de cinéma Sabari est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur. On voit des femmes qui vont sur les théâtres de guerre, sur les scènes de guerre, des femmes reporters de guerre. Des femmes sont investies de la journée de la femme actualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni cette année encore à Zobodomé de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles, les sœurs des structures fêtières initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à Consoc. La célébration vise en autre objectif à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance de la mutuelle de santé. Pendant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs communications. Voici les détails. Zobodomé, la terre promise, accueille cette année encore les journées de la femme mutualiste du Bénin, JFMB. L'événement est à sa 2e édition. Il a pour objectif d'attirer l'attention du public sur l'importance de la mutuelle de santé, mais aussi renforcer la participation des femmes dans le système. À travers les journées de la femme mutualiste du Bénin, notre ambition est d'attirer l'attention de l'opinion publique. On essaie de se mettre aussi des joueurs d'ailleurs prétendent l'un des maîtres. Le défi devant nous est immense, mais il n'est pas insurmontable. Cette journée offre une opportunité unique de réflexion et d'action pour amplifier l'impact des mutuelles et renforcer leur rôle dans la protection sociale et le travail. Initiative de l'Union des mutuelles de santé de la commune de Zobodomé, soutenue par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale, la PROSOC et ses partenaires. Les journées ont démarré par une caravane. Sur les 2 jours de manifestation, les participants venus de l'ensemble du territoire national ont eu droit à diverses activités intellectuelles et autres. Très chères dames, distinguées personnalités, je ne me trompe pas si je dis que vous constituez un relais auprès de nos communautés pour atteindre des objectifs en matière de la couverture santé universelle. Cadre de réflexion et de renforcement de capacité, le thème retenu pour les échanges est intitulé « Femmes, mutualité et santé communautaire ». La protection sociale doit couvrir tous les cycles de la vie. Alors, étant reconnu comme une priorité internationale pour son extension, beaucoup de pays passent par la mutualité. Mutualité et santé communautaire concourent au bien-être de la personne. La mutuelle de santé est une association à but non lucratif de personnes volontaires qui, au moyen de leur cotisation, mènent des actions de prévoyance santé à leur profit d'abord et au profit de leurs personnes à charge. La santé communautaire, elle, est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique et sociale réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les mieux aptes à répondre à leurs priorités. On revoit à quel point
la femme est déterminante dans ce que nous faisons. Avec l'idée de faire de la femme un véritable moteur de la protection sociale et de la santé inclusive, pour ce deuxième rendez-vous des GFMB, organisateurs, participants et autres convives ont une fois de plus eu l'occasion de s'informer et de se former en vue de prendre les mesures idoines et définir les stratégies efficaces pour l'atteinte des objectifs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.